Bonjour les amis, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Apparemment, certaines personnes croient sincèrement que le simple fait de passer une carte de crédit assez de fois fait automatiquement de vous un parent. Une théorie révolutionnaire, vraiment. Et tenez-vous bien, quand le véritable parent, celui qui a été présent, qui a assuré financièrement, et qui n'a jamais disparu, est discrètement effacé du récit familial, personne ne réagit. Aucun problème. Mais à la seconde où cette même personne décide, vous savez quoi, ça suffit, soudain, c'est elle le méchant. Soudain, c'est elle qui complique tout. N'est-ce pas magnifique? L'audace est tout simplement exquise. Je ne vais rien spoiler pour l'instant, mais que se passe-t-il quand quelqu'un arrête enfin, d'être le paillasson le plus patient du monde et commence à laisser les gens assumer les conséquences de leurs propres décisions pourries? Eh bien, disons simplement que le karma s'est pointé vêtu d'un manteau en cachemire très coûteux. Plongez dans cette histoire avec moi. Vous allez vouloir en voir chaque seconde. Ma fille a emmené mon ex-femme et son beau-père rencontrer la famille de son fiancé sans moi. Tu es une honte, m'a-t-elle dit. J'ai murmuré, je comprends. Le lendemain matin, ils ont tous débarqué chez moi en exigeant des réponses, et quand son fiancé m'a vu, il a prononcé une seule phrase qui a laissé tout le monde figé. Je m'appelle Jess, 50 ans. Je suis électricien syndiqué depuis 28 ans. Local IBO 364 à Rockford, dans l'Illinois. Ma maison est un modeste plain-pied près d'Alpine Road. Je l'ai achetée après le divorce, il y a 12 ans, quand Vivian a décidé que son professeur de yoga comprenait son âme mieux que moi. Wesley était un gosse de riche qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Ils se sont mariés environ 18 mois après la finalisation de notre divorce. Ma fille Brooke avait 14 ans à l'époque, assez grande pour comprendre ce qui s'était passé, mais assez jeune pour se faire embrouiller l'esprit par un type qui achetait son affection avec des cartes de crédit et des promesses creuses. C'était le lundi avant Thanksgiving quand ma vie a commencé à se reconfigurer. À Rockford, fin novembre, le ciel vous pèse sur les épaules comme une couverture humide. Je venais de terminer un chantier sur East State Street, à refaire l'électricité d'une vieille boutique qui sentait le moisi et les vestiges d'une entreprise disparue. Mes mains portaient encore cette odeur familière de cuivre et de ruban isolant quand je suis rentré chez moi. J'ai passé la porte, posé mon sac d'outils. La maison était silencieuse, juste moi et le tic-tac de l'horloge. Je me suis fait un café à l'ancienne et je faisais défiler mon téléphone quand j'ai vu le message de Brooke. Elle voulait passer mercredi avec son fiancé Connor après leur retour d'un endroit. Je lui ai demandé où ils étaient allés. La réponse a mis du temps, Madison, rencontrer la famille de Connor. Je suis resté figé un instant. Madison n'est pas loin, 1h30, 2 heures avec le trafic, mais assez pour planifier, faire un sac, organiser son temps. Je lui ai demandé si je venais aussi. Parce que c'est ce qu'on fait quand sa fille se fiance. On est présent. On serre la main de la famille du fiancé. Sa réponse est arrivée trop vite cette fois, juste maman et Wesley viennent. Quelque chose de froid m'a traversé la poitrine. Pas encore de la colère. J'ai demandé pourquoi. La famille de Connor est traditionnelle. C'est juste plus simple comme ça. Plus simple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je ne veux pas être embarrassé. Tu peux ne pas en faire toute une histoire, s'il te plaît? Embarrassé. D'accord. J'ai tapé 3 réponses différentes, puis je les ai toutes effacées. Finalement, j'ai juste envoyé, compris. Je suis resté assis à ma table de cuisine, à boire un café qui refroidissait, en essayant de comprendre à quel moment j'étais devenu le parent gênant. Celui qu'on cache. Celui dont l'existence doit être expliquée ou effacée du récit. Mon téléphone a vibré de nouveau. C'était mon frère Ricky. Il travaille dans un atelier de carrosserie au sud de la ville et il a un 6e sens quand quelque chose ne va pas. Son message était simple, « Yo, ça va frère? Tu tiens le coup ?» Je lui ai dit que je l'appellerais plus tard. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je fixais le plafond en pensant à toutes les années où j'avais été là. Chaque pension alimentaire payée à temps. Chaque anniversaire. Chaque fête. La voiture dont j'ai co-signé le prêt quand Brooke avait 19 ans. Le semestre à l'étranger que j'ai aidé à financer. L'appendicectomie en urgence quand elle avait 16 ans, et moi, assis 6 heures dans une salle d'attente pendant que Vivian et Wesley étaient injoignables dans un spa. 26 ans à être son père, et je ne valais même pas une place à table. La trahison est arrivée sur Facebook le lendemain matin à 7h15. Je regardais mes notifications quand j'ai vu la photo. Brooke, bien habillée, souriante. Vivian à côté, avec ce sourire suffisant. Wesley de l'autre côté, bras autour des épaules de ma fille. Ils étaient devant un restaurant chic à Madison. Et la légende m'a frappé en plein cœur. Dîner en famille avec mes parents avant la grande rencontre de demain. Tellement reconnaissante pour mon incroyable père et tout l'amour qu'il m'a donné. Père. Elle appelait Wesley, papa. Après 26 ans. Je suis resté là, seul dans ma cuisine, comme un fantôme qui n'a pas encore compris qu'il est mort. Mon téléphone a sonné. Ricky. T'as vu ça? Ta fille? Je lui ai dit oui. C'est vraiment dégueulasse, Jess. Je n'ai pas contesté. Ricky est resté silencieux un moment, puis il a dit. Tu sais le pire? Elle a posté ça en sachant que tu le verrais. Ce n'est pas une erreur. Il avait raison. Brooke n'était pas stupide.
Elle avait hérité du talent de sa mère, une cruauté enveloppée de déni plausible. Elle pouvait toujours prétendre qu'elle ne pensait pas à mal, que j'étais trop sensible. Je lui ai dit que je le rappellerais, puis j'ai raccroché. J'ai envoyé un seul message à Brooke, puisque Wesley est ton père maintenant, qu'il agisse comme tel. Tu es coupé. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, j'ai entendu des voitures dans mon allée. Des voitures. J'ai regardé par la fenêtre, le SUV de luxe de Brooke était garé derrière la Mercedes de Vivian. Toute la troupe était là. Brooke, Vivian, et Wesley lui-même, toujours aussi suffisant dans son manteau en cachemire. Rien ne dit mieux, urgence familiale, que d'arriver avec 2 véhicules de luxe pour confronter ton père à propos de ses sentiments. Ils n'ont même pas frappé. Brooke avait encore une clé de l'époque où elle passait les week-ends chez moi. Elle est entrée comme si elle était chez elle, les 2 autres juste derrière. Vivian a balayé ma cuisine du regard, évaluant mentalement tout ce qui n'était pas à la hauteur de ses standards. Wesley s'est placé près de la porte. Vivian a parlé en premier. Comme toujours. Jess, il faut qu'on parle. Je suis resté assis à ma table, café en main, mon téléphone toujours ouvert sur Facebook. Ah oui? Brooke s'est avancé. Tu as vu le post. Avant que tu transformes ça en quelque chose d'énorme. Quelque chose d'énorme, ai-je répété. Tu as appelé Wesley ton père, publiquement, devant tout Internet. Wesley s'est avancé avec son sourire habituel. Jess, je comprends que tu sois blessé. J'ai levé la main. Arrête-toi tout de suite. Tu n'as pas le droit de parler de cette situation. Apparemment, tu es le parent préféré dans la vie de ma fille. Alors félicitations. Commence à agir comme tel, son sourire a légèrement vacillé. Les yeux de Vivian sont devenus froids. C'est exactement ce que je veux dire, a dit Brooke. Cette attitude. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu viennes. Quelle attitude? Celle où j'existe? Où j'ai des opinions? Où je ne suis pas juste un distributeur automatique qu'on utilise quand on a besoin de quelque chose? La voix de Vivian est devenue glaciale, personne n'a dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Les actes parlent, Vivian. Tu as emmené ton mari et ma fille rencontrer la famille de son fiancé, et tu as présenté Wesley comme son père. Alors vous leur avez dit quoi sur moi? Que je suis un colocataire? Un type qui finance le train de vie de ta fille et apparaît de temps en temps aux fêtes? Silence. Je me suis tourné vers Brooke. Qu'est-ce que tu as exactement raconté aux parents de Connor à mon sujet? Elle n'a pas répondu. Brooke? Sa mâchoire s'est crispée. Les Hartley n'aiment pas les histoires de divorce, d'accord? Ils sont traditionnels. Vieille fortune. Maman leur a dit que tu étais plus ou moins absent. C'était plus simple. Voilà. Plus simple, ai-je répété. Donc tu as effacé 26 ans de ma vie en tant que ton père parce que c'était plus simple? Ce n'est pas effacé. C'est de la présentation. C'est un mensonge, Brooke. Un mensonge que tu as raconté à ta future belle famille sur qui t'as élevé. Elle a levé les yeux au ciel. Biologiquement, oui, mais être père, c'est plus que l'ADN. Elle a croisé les bras et m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'as jamais agi comme un vrai père, Jess. Les mots ont frappé comme un coup de massue. Je suis resté immobile un long moment. D'accord, ai-je murmuré. J'ai compris. Brooke a cligné des yeux, presque surprise que je ne réagisse pas. Vivian a échangé un regard avec Wesley. La pièce est devenue silencieuse. Wesley s'est raclé la gorge. La famille Hartley a certaines attentes. Je m'en fiche. Il s'est arrêté net. Vivian est intervenu, tuant les choses plus dramatiques que nécessaire. Non. Je me suis levé lentement. J'ai terminé. On est venu pour faire la paix, a-t-elle dit entre ses dents. Vous êtes venu parce que Brooke veut quelque chose. La voix de Brooke est devenue tranchante, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai regardé ma fille, essayant de retrouver la petite fille qui courait vers moi quand je rentrais du travail. L'adolescente qui pleurait sur mon épaule après sa première rupture. La jeune femme qui m'a appelé paniquée quand sa voiture est tombée en panne sur LI 90, et pour qui j'ai conduit 2 heures sous la neige. Tout ce que je voyais, c'était une étrangère en vêtements chers, qui avait appris à traiter les gens comme des objets jetables. Quelqu'un à qui on avait appris que l'image comptait plus que tout. Ça veut dire que le robinet s'est fermé, ai-je dit. Le visage de Brooke est devenu livide. De quoi tu parles? Le compte que j'ai ouvert pour toi. Celui dans lequel je mets de l'argent depuis que tu as 3 ans. Celui que je t'avais dit être pour les urgences et ton mariage un jour. J'ai marqué une pause. Je l'ai fermé ce matin, avant même que vous arriviez. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu as fait quoi? Les yeux de Vivian se sont agrandis. Tu as perdu la tête? Tu ne peux pas faire ça. Si. C'est fait. Cet argent était pour Brooke. Mon argent, économisé pour ma fille. Et apparemment, je ne suis pas son père. Alors qu'elle oublie ça. Brooke a enfin retrouvé sa voix, il y avait combien? Je lui ai dit. Le chiffre est resté suspendu dans l'air. Wesley a sifflé doucement. C'est conséquent. 23 ans d'économie. Les intérêts composés. Le visage de Brooke est passé du pâle au rouge. Tu ne peux pas juste le reprendre. C'est le mien. Regarde-moi faire. J'ai besoin de cet argent pour le mariage. Alors demande à ton père. J'ai laissé le silence s'installer. Ton vrai père, apparemment, Wesley. Je suis sûr qu'il peut payer.
D'accord, attendez une seconde, c'est moi. J'ai vraiment besoin d'un instant là, parce que cette phrase, tu n'as jamais agi comme un vrai père, ça pique. Ce n'est pas un inconnu qui dit ça. Ce n'est pas un parent éloigné avec une mauvaise opinion. C'est sa fille. Celle pour qui il s'est porté garant pour la voiture. Celle avec qui il est resté assis pendant 6 heures dans une salle d'attente d'hôpital pendant que sa mère était au spa. Celle dont il a aidé à financer un semestre à l'étranger. Celle qu'il est allé secourir sur LI 90 en conduisant 2 heures en pleine tempête de neige. Cette fille l'a regardé droit dans les yeux et a dit ces mots. Voici la vérité inconfortable, les enfants peuvent absolument instrumentaliser votre amour contre vous. Surtout lorsqu'ils ont été élevés par quelqu'un qui leur a appris que la manipulation émotionnelle est un mode de communication normal. Brooke n'a pas appris ça toute seule. Cette cruauté lui a été montrée en exemple. Et le plus triste, elle ne se rend probablement même pas pleinement compte de ce qu'elle fait. Mais ce qui me frappe vraiment, c'est la réponse de Jess. Il n'explose pas. Il ne pleure pas. Il murmure simplement « D'accord, j'ai compris ». Ce silence, ce n'est pas de la faiblesse. C'est un homme qui vient de prendre une décision définitive. Quand quelqu'un vous montre aussi clairement qui il est, il n'y a plus rien à débattre. La conversation est terminée. Et puis il lâche l'information sur le compte d'épargne, et soudain, toute l'atmosphère change. Amusant comme ça fonctionne, non? Tout à coup, l'homme qui n'a jamais été un vrai père devient très pertinent, très rapidement. Ça vous dit tout ce que vous devez savoir sur le véritable objectif de cette visite. Maintenant, retour à l'auteur du post. Le visage de Wesley s'est durci. Vivian avait l'air prête à me gifler. Brooke tremblait maintenant. Tu vas le regretter. J'ai haussé les épaules. Peut-être. Mais au moins, je le regretterai avec mon compte épargne intact et mon respect de moi-même toujours en un seul morceau. Elle est sortie en trombe vers sa voiture. Vivian l'a suivie, déjà au téléphone. Wesley est resté un instant. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait peut-être à du respect, ou peut-être à de la haine pure, difficile à dire. Tu sais que ce n'est pas fini, a-t-il dit. Je lui ai souri. Si, c'est fini. Il est parti sans un mot de plus. Je suis retourné dans mon garage et j'ai fini de ranger mes outils. Ricky m'a appelé ce soir-là. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il a éclaté de rire. Il était temps, a-t-il dit une fois calmé. J'attendais ça depuis des années. Je lui ai dit que ça faisait du bien. Normal. Tu les laisses te marcher dessus depuis le divorce. Jess, t'es pas quelqu'un de méchant, mais tu dois arrêter d'être une cible facile. Il avait raison. J'avais passé tellement de temps à vouloir être la personne raisonnable que j'étais devenu un paillasson. Plus maintenant. Il est venu chez moi le lendemain avec des boissons et un air comme s'il venait d'obtenir une place au premier rang pour un match de boxe. Alors, les nouvelles circulent, a-t-il dit en s'affalant sur mon canapé. Vivian appelle tout le monde pour savoir s'il y a un moyen légal de récupérer cet argent. J'ai levé un sourcil. Il n'y en a pas, je sais. Mais l'avoir paniqué, ça vaut le spectacle à lui seul. Il a ouvert une boisson et m'en a tendu une. Apparemment, elle a déjà consulté 3 avocats pour trouver une faille. Il n'y en a pas, ça correspondait exactement à ce que je pensais. Vivian a toujours cru que les règles étaient faites pour les autres. Voilà le truc, a continué Ricky. Maintenant, t'as du levier. Les Hartley, c'est de la vieille fortune. Ils n'aiment pas qu'on leur mente. S'ils découvrent la vérité sur la façon dont on t'a présenté. J'y ai réfléchi. Je n'essaie pas de saboter le mariage de Brooke. Frère, elle l'a déjà fait toute seule. Toi, tu décides juste si tu lui donnes un extincteur ou si tu laisses tout brûler. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix de femme, polie et mesurée. Elle s'est présentée comme Judith Hartley, la mère de Connor. Elle m'a dit qu'elle avait entendu des choses contradictoires et qu'elle voulait connaître toute l'histoire avant que sa famille prenne une décision concernant le mariage. Je lui ai demandé ce qu'on lui avait raconté. Il y a eu un silence. Puis elle a dit qu'on leur avait expliqué que j'avais été largement absent pendant l'enfance de Brooke, que Wesley avait été la présence stable, et que le divorce était dû à mes problèmes. Je me suis assis sur mon canapé. Madame Hartley, je travaille comme électricien depuis 28 ans pour subvenir aux besoins de ma fille. Même travail, même syndicat. Je n'ai jamais manqué un seul paiement de pension alimentaire. J'étais présent à chaque échange de garde, chaque fête à laquelle j'avais droit, chaque événement scolaire possible. J'ai les preuves, la voiture que j'ai co-signée, les frais de scolarité que j'ai aidé à payer, les factures médicales. Voulez-vous des copies? Silence au bout du fil. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, a-t-elle finalement répondu. J'en suis sûr. Un autre silence. Monsieur Hollis, accepteriez-vous de nous rencontrer? Mon mari et moi aimerions entendre votre version en personne. J'ai réfléchi quelques secondes. Quand et où? Nous avons fixé un rendez-vous. Ricky est venu chez moi le dimanche précédant la rencontre avec un bloc-notes. Bon, a-t-il dit en s'installant. On fait le point. Qu'est-ce que t'as concrètement? J'avais passé la semaine à rassembler des documents. Pas pour me venger, enfin, pas seulement, mais surtout pour clarifier les choses. Nous avons tout étalé sur la table de la cuisine, relevé de pension alimentaire depuis le divorce, relevé bancaire montrant le fonds d'études, facture médicale,
document de co-signature pour la première voiture de Brooke, bulletin scolaire avec ma signature à côté de celle de Vivian, photos d'anniversaire, de fêtes, d'événements scolaires. Ricky a feuilleté une pile de photos. T'étais à sa remise de diplôme? 3e rang. Je suis arrivé tôt pour avoir une bonne place. Il a levé une photo, Brooke en toge et toque, moi à côté d'elle, tous les deux en train de sourire. Ça, c'est 2 ans après que Vivian s'est remariée. Tu venais encore à tout? Je n'ai jamais arrêté. Il a reposé la photo et secoué la tête. Et ils ont dit au Hartley que t'étais absent? Franchement, ça me met hors de moi. C'est bon. J'ai les preuves. Ricky a lâché un soupir de dégoût. Vivian a toujours été douée pour réécrire l'histoire. Tu te souviens quand elle disait à tout le monde que le divorce était de ta faute parce que tu travaillais trop? En oubliant de mentionner qu'elle couchait avec Wesley. Je n'avais pas envie de rouvrir de vieilles blessures. Ce n'est pas le sujet. Peut-être que si. Ces gens ont menti sur toi, Jess. Ils mentent encore. Et ils utilisent ces mensonges pour t'écarter du mariage de ta propre fille. J'ai regardé les piles de documents sur la table. 26 ans de preuves que j'avais été présent, que j'avais essayé, que je n'avais jamais cessé d'être un père, même quand il aurait été plus facile de partir. Les Hartley ont l'air d'être des gens raisonnables, ai-je dit. Judith semblait vraiment perplexe au téléphone, comme si ce qu'on lui avait raconté ne correspondait pas à ce qu'elle observait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a dit que Connor avait parlé de moi plusieurs fois, qu'il avait dit que j'avais l'air d'un type normal lors de leur brève rencontre à une fête de fiançailles. Mais l'histoire de Brooke et Vivian me présentait comme un bon à rien quasiment inexistant. Les choses ne collaient pas pour elle. Ricky a hoché la tête. Donc elle vérifie les faits de son côté. On dirait bien. Femme intelligente. Il a sorti son bloc-notes. Bon. Qu'est-ce que tu veux obtenir de cette rencontre? J'y ai réfléchi. Je ne voulais pas détruire le mariage de Brooke. Je voulais quelque chose de plus simple. Je veux qu'ils connaissent la vérité. Ce qu'ils en feront, ça les regarde. Ricky a noté quelque chose. D'accord. Mais tu dois aussi te préparer aux retombées. Quand Brooke apprendra que tu as parlé directement au Hartley, elle va exploser. Qu'elle explose. Il m'a regardé. T'es sûr? C'est ta fille. Elle a cessé d'être ma fille le jour où elle a appelé un autre homme papa. À ce stade, je ne suis plus que le type qui a fourni le matériel génétique. Ricky est resté silencieux un instant, puis il a posé son stylo. Je te connais depuis toujours. Tu n'es pas quelqu'un de vindicatif. Je ne suis pas vindicatif. Je suis honnête. Il y a une différence. Ricky a ouvert une boisson. Très bien. Préparons ce que tu vas dire. Nous avons passé les 2 heures suivantes à tout passer en revue. Quand il est parti, j'avais un dossier simple avec les documents les plus importants et une idée claire de ce que je voulais dire. La rencontre était prévue pour mardi soir. Les Hartley avaient proposé un lieu neutre, une salle de réunion dans leur église. Ricky a proposé de venir en soutien. J'ai refusé. C'était quelque chose que je devais faire seul. Lundi soir, Brooke m'a appelé. C'était la première fois qu'elle me contactait depuis la confrontation dans l'allée. Sa voix était tendue. J'ai entendu dire que tu avais parlé à la mère de Connor. Je ne lui ai pas demandé comment elle le savait. Ça n'avait aucune importance. Elle m'a contacté. Elle a posé des questions. J'ai répondu. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Silence. Puis, tu n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Tu leur as menti à mon sujet, Brooke. J'ai rétabli la vérité. Ça va tout gâcher. Non. Les mensonges auraient fini par tout gâcher de toute façon. Sa voix est devenue glaciale. Tu vas le regretter. Tu dis ça souvent. Ça ne s'est pas encore réalisé. Elle a raccroché sans dire au revoir. Cette nuit-là, j'ai bien dormi. Mieux que depuis des semaines, en fait. Le jour de la rencontre est arrivé. La salle de réunion de l'église sentait le nettoyant au citron et les vieux livres de chant. Des chaises pliantes autour d'une longue table, des néons qui bourdonnaient au plafond, et une cafetière dans un coin qui devait préparer le même café médiocre depuis des décennies. Je suis arrivé 15 minutes en avance, j'ai posé mon dossier sur la table et je me suis assis vers le milieu. Pas en bout de table, ce n'était pas mon spectacle, juste à un endroit où je pouvais être vu et entendu clairement. Les Hartley sont arrivés ensuite. Judith était grande, cheveux argentés, avec une posture qui trahissait une vie passée dans des salles de conseil. Son mari Henri était plus petit, plus trapu, avec des mains calleuses qui indiquaient qu'il avait travaillé dur à un moment de sa vie. Ils m'ont serré la main et se sont assis en face de moi. « Merci d'être venu », a dit Judith. « Je sais que c'est inhabituel. » Je lui ai répondu que j'appréciais l'occasion de rétablir les faits. Connor est arrivé ensuite, visiblement nerveux. Il m'a salué d'un signe de tête et s'est assis à côté de sa mère. Ce gamin n'était pas l'ennemi. Il avait juste reçu de mauvaises informations. Puis les autres sont arrivés. Brooke est entrée la première, le visage soigneusement neutre, comme elle l'avait appris de sa mère. Vivian a suivi, affichant déjà cette dignité blessée comme une arme. Wesley fermait la marche, son manteau en cachemire remplacé par un blazer plus discret, jouant l'humilité pour le public. Tous les trois se sont assis de l'autre côté de la table. Brooke s'est placé le plus loin possible de moi. Henri s'est raclé la gorge.
Nous sommes ici pour clarifier certaines choses avant de poursuivre les préparatifs du mariage. Judith a parlé avec Monsieur Hollis la semaine dernière. Ce qu'elle a appris ne correspond pas à ce qu'on nous avait dit. Nous voulons donner à chacun l'occasion de s'expliquer. Vivian a ouvert la bouche, mais Henri a levé la main. Nous allons commencer avec Monsieur Hollis. J'ai regardé autour de la table. Tous les regards étaient tournés vers moi. Le moment était lourd, mais pas de façon négative. Plutôt comme si je déposais enfin un poids que je portais depuis trop longtemps. Je suis le père de Brooke depuis 26 ans, ai-je dit. J'ai été marié à Vivian pendant 14 de ces années, et divorcé depuis 12. Pendant le mariage, je travaillais. Je subvenais aux besoins de ma famille. J'étais présent pour les anniversaires, les fêtes, les événements scolaires. Après le divorce, j'ai respecté l'accord de garde à la lettre. Je n'ai jamais manqué un paiement, jamais manqué une visite, jamais manqué une occasion d'être présent dans la vie de ma fille. J'ai ouvert mon dossier et posé les documents un par un. Voici le relevé de pension alimentaire, complet, sans interruption pendant 12 ans. Voici les documents du prêt lorsque j'ai co-signé sa première voiture. Je n'étais pas absent. J'étais celui qu'elle appelait. Voici une facture d'hôpital, quand elle avait 16 ans et a subi une opération en urgence. Je suis resté 6 heures dans cette salle d'attente. J'ai ajouté la photo de remise de diplôme à la pile. Ça, c'est son diplôme de fin de lycée, 3e rang. J'ai pris un jour de congé pour être là. Et ça, j'ai sorti le dernier document. C'est le relevé du compte épargne que j'ai ouvert pour elle quand elle avait 3 ans. 23 ans de contribution. Je l'ai fermé il y a 2 semaines parce qu'on m'a dit que je n'étais pas son vrai père. La pièce est restée silencieuse. Judith a examiné les documents. L'expression de Henri est passée de neutre à quelque chose de plus proche de la colère. Connor fixait Brooke. C'est vrai? La mâchoire de Brooke s'est crispée. Il exagère. J'ai secoué la tête. Quelle partie? Les relevés officiels du tribunal? Les relevés bancaires avec les dates et les montants? La facture d'hôpital avec ma signature? Wesley s'est avancé. Les contributions financières ne font pas de quelqu'un un parent. Ce qui compte, c'est la présence émotionnelle. J'étais présent émotionnellement, les jeux coupés. J'étais présent physiquement. J'étais présent de toutes les manières possibles pour un père. Toi, tu es arrivé quand Brooke avait 14 ans avec une voiture en leasing et un fonds fiduciaire. Tu as acheté son affection. Moi, je l'ai mérité. Son visage s'est assombri. La voix de Vivian est devenue tranchante, voilà exactement pourquoi on ne voulait pas que tu sois là. Cette incapacité à accepter que Brooke ait des relations avec d'autres personnes. Je l'ai regardé. J'ai accepté qu'elle est un beau-père. Je n'ai jamais essayé de nuire à ton mariage ni à la relation entre Wesley et Brooke. Mais vous ne vous êtes pas contenté de le valoriser. Vous m'avez rabaissé. Vous avez dit à ces gens que j'étais absent, que je n'étais pas vraiment impliqué. Ça, c'est de l'effacement. Judith a parlé doucement, on nous a dit que Jess était essentiellement un étranger, qu'il apparaissait de temps en temps mais ne faisait pas vraiment partie de la vie de Brooke. Elle a regardé Vivian. Vivian a baissé les yeux. Connor s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. Je t'ai posé la question. Je t'ai demandé clairement pour le père biologique de Brooke. Tu as dit qu'il n'était pas présent. Le calme de Brooke s'est finalement fissuré. Il était à peine présent. Un week-end sur 2, ce n'est pas être un père. Un week-end sur 2, c'est ce que le tribunal m'a accordé, ai-je dit. J'ai demandé plus. L'avocat de ta mère s'est assuré que je ne l'obtienne pas, le visage de Vivian est devenu rouge. C'est faux. Vérifie les dossiers du tribunal. Connor était toujours debout. Il a regardé Brooke, puis Vivian, puis à nouveau Brooke. Quand il a parlé, sa voix était calme. Le genre de calme qui précède la rupture. Donc tu as menti sur ton père pour donner une meilleure image de ta famille. Tout le monde s'est figé. La bouche de Brooke s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Le visage de Vivian est devenu livide. Wesley regardait le sol. Le silence s'est étiré jusqu'à devenir insupportable. Henri s'est tourné vers son fils. Connor, il faut qu'on parle. En privé. Connor a hoché la tête. Il a regardé Brooke, et j'ai vu quelque chose changer dans son expression. De la déception. Le genre qui naît quand on réalise que la personne qu'on pensait connaître est en réalité une étrangère. Il est sorti avec ses parents. La porte s'est refermée derrière eux. Très bien, faisons une pause un instant. Connor a posé une seule question. Une question calme, posée, mais dévastatrice, dont tu as menti sur ton père pour donner une meilleure image de ta famille. Et toute la pièce s'est figée. Voici la vérité inconfortable, la vérité n'a pas toujours besoin d'un long discours. Parfois, elle a simplement besoin de faits, et d'une personne assez courageuse pour poser la question évidente que tout le monde était trop poli, ou trop impliqué, pour poser. Et réfléchissez à ce que Connor a réellement fait ici. C'est sa future épouse. Leur mariage est prévu. Sa famille est impliquée. Toute sa vie à court terme était construite autour de cette relation. Et au moment où il a compris que les fondations étaient pourries, il s'est levé et il est parti. Net. Sans drame. Il est juste parti avec ses parents. La plupart des gens ne font pas ça. La plupart des gens se convainquent de rester. Ils se disent des choses comme « tout le monde a des histoires familiales compliquées » ou « je ne veux pas en faire toute une histoire ». Ils minimisent.
Il rationalise. Parce que partir de quelque chose dans lequel on a déjà investi, c'est vraiment difficile. Mais voilà ce que Connor a compris, et que la plupart des gens ne réalisent jamais, les mensonges de Brooke ne concernaient pas seulement Jess. C'était une fenêtre ouverte sur ce qu'elle est fondamentalement. Si elle peut effacer son propre père de son histoire aussi facilement, sans ressentir la moindre culpabilité, qu'est-ce qu'elle peut encore réécrire? Qu'est-ce qu'elle va réécrire? Les menteurs les plus inquiétants ne sont pas ceux qui s'en veulent. Les plus inquiétants sont ceux qui croient sincèrement que leur version devient la réalité simplement parce qu'ils l'affirment avec assez d'assurance. Connor l'a vu. Et il s'est choisi lui-même. Ce n'est pas un signal d'alarme qu'il a ignoré. C'est un signal d'alarme qu'il a repéré juste à temps. Maintenant, retour à l'auteur du poste. Il est parti avec ses parents. La porte s'est refermée derrière eux. Et il ne restait plus que nous, moi, Brooke, Vivian et Wesley. Brooke a parlé la première, la voix tremblante, « Tu es content maintenant? Tu as tout gâché. J'ai rassemblé mes documents dans le dossier. Si la vérité détruit les choses, ce n'est pas ma faute. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. » Wesley s'est avancé, « Tu dois réfléchir à ce que tu fais, Jess. Les conflits familiaux peuvent se résoudre, mais si tu fais tout exploser, c'est déjà explosé. Vous trois avez allumé la mèche. Je refuse juste de porter le chapeau pour l'explosion. » Vivian s'est levée en attrapant son sac. « On verra bien. Ce n'est pas fini. » J'ai haussé les épaules. Pour moi, si. Ils sont partis. Brooke ne s'est même pas retourné. Je suis resté seul dans la pièce encore 10 minutes, à écouter le bourdonnement des néons et le glouglou de la cafetière. Puis j'ai rangé mon dossier et je suis rentré chez moi. Les 3 semaines suivantes ont été chaotiques. Pas mon chaos, le leur. Moi, j'ai simplement regardé tout ça se dérouler à distance, tranquillement. Ricky me tenait informé par son réseau. Après la réunion à l'église, les Hartley sont passés en mode enquête complète. Ils ont vérifié tout ce que je leur avais dit, les paiements de pension, les relevés bancaires, les photos de remise de diplôme. Le mariage n'a pas été annulé. Il a été reporté indéfiniment pendant que Connor et Brooke réglaient certaines choses. C'était la version officielle. Officieusement, selon Ricky, Connor reconsidérait sérieusement l'idée d'épouser quelqu'un qui avait menti à sa famille sur quelque chose d'aussi fondamental. Vivian m'a appelé 5 fois la première semaine. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux, d'abord en colère, puis de plus en plus paniquée. Jess, il faut qu'on parle. Pour Brooke, le mariage est en danger. Peu importe nos problèmes, on peut les régler, mais tu dois appeler les Hartley et dire que tu as réagi de façon excessive. S'il te plaît. J'ai ignoré. Wesley n'a pas appelé, probablement une décision intelligente de sa part. Brooke m'a contacté une seule fois, par email. Un long message qui passait de l'accusation à l'apitoiement. J'étais ingrat pour tout ce qu'elle avait fait pour moi. Je ne comprenais pas à quel point il avait été difficile pour elle de grandir entre 2 foyers. Wesley avait été plus présent pendant ses années d'adolescence. Elle n'avait jamais voulu me blesser. Elle avait simplement fait des choix qui avaient eu cet effet. Le plus proche d'une responsabilité assumée se trouvait dans une seule phrase vers la fin, « Je comprends maintenant que certaines de mes décisions ont été blessantes, et je regrette la douleur qu'elles ont causée. Pas, je suis désolé d'avoir menti à ton sujet. Pas, j'avais tort de t'effacer de ma vie. » J'ai relu le message 2 fois, cherchant la moindre reconnaissance réelle de ce qu'elle avait fait, le moindre signe de remords sincère. Rien. J'ai répondu en 2 phrases, « Quand tu seras prête à avoir une conversation honnête sur ce qui s'est passé, je serai prêt à écouter. D'ici là, je n'ai rien à dire. » Elle n'a pas répondu. Ricky est venu le 3e vendredi. Nous nous sommes assis sur mon porche arrière, même s'il faisait assez froid pour voir notre souffle. Apparemment, les Hartley retirent leur financement du mariage, a-t-il dit. Ils devaient payer la salle et le traiteur. Maintenant, non. J'ai hoché la tête. Ça fait beaucoup d'argent. Environ 50 000, d'après ce que j'ai entendu. Judith a dit à quelqu'un de leur église qu'elle ne pouvait pas, en conscience, financer un mariage basé sur un mensonge. Mot pour mot. J'ai laissé ça s'imprégner. Les Hartley ne se contentaient pas de se retirer. Ils prenaient position. On dirait que le fonds de Wesley va en prendre un coup, ai-je dit. Ricky a souri. Justement. Il n'y a pas autant d'argent dans ce fonds que tout le monde le pensait. Vivian le vide depuis des années. La maison, les voitures, le train de vie, c'est surtout de la façade maintenant. J'ai réfléchi. Donc le mariage de rêve de Brooke était financé par les Hartley, et maintenant cet argent a disparu. Exact. Et le compte que tu as fermé aurait comblé la différence. Sans... Il a secoué la tête. Il panique. J'ai pris une longue gorgée de ma boisson. La vie peut basculer vite. Tu l'as dit. La semaine suivante, la sœur de Vivian m'a contacté. Tante Paula, une femme raisonnable avec qui je m'étais toujours bien entendu pendant le mariage. Elle m'a demandé si on pouvait se voir pour un café. Elle voulait comprendre ce qui s'était passé, de mon point de vue. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner du sud de la ville. Elle avait l'air fatiguée, comme prise au milieu de quelque chose d'épuisant. J'ai parlé à Vivian, a-t-elle dit. J'ai aussi parlé au Hartley. Les versions ne correspondent pas. Je lui ai dit que ça ne m'étonnait pas.
Je n'arrive pas à croire que Vivian ait vraiment dit que tu étais absent. Tu as fait tout ce qu'un père pouvait faire pour sa fille. Elle a marqué une pause. Jess, je connais ma sœur depuis toujours. Elle a un talent pour se poser en victime dans toutes les histoires. Mais ça, je ne réalisais pas à quel point ça allait loin. Je ne me suis pas vanté. Je lui ai simplement exposé les faits. Paula a écouté. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un moment. Et maintenant? Ça dépend d'eux. J'ai dit ce que j'avais à dire. La vérité est là. S'ils veulent reconstruire quelque chose avec moi, ils savent où me trouver. Et sinon? J'ai haussé les épaules. Alors je continue à vivre ma vie. J'ai passé trop d'années à attendre que les gens m'apprécient. J'arrête d'attendre. Elle a tendu la main à travers la table et a serré la mienne. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute et je le pensais vraiment. 3 mois plus tard, j'étais dans mon garage en train de remplacer le démarreur de mon camion quand une voiture s'est garée dans mon allée. Je ne reconnaissais pas le véhicule, mais j'ai reconnu l'homme qui en est sorti. Connor avait changé depuis la dernière fois que je l'avais vu. Moins soigné, plus marqué. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon et je suis allé à sa rencontre à l'entrée du garage. Monsieur Hollis, vous avez quelques minutes. Oui, bien sûr. Nous nous sommes assis sur le haillon de mon camion, aucun de nous pressé de briser le silence. Le froid du début mars piquait encore un peu, mais le soleil était là et le vent restait supportable. Connor a parlé le premier. Le mariage est annulé. Pause. J'ai hoché la tête. J'en ai entendu parler. Oui, ça circule vite. Il regardait le sol. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Je me disais que tout le monde a des histoires familiales compliquées, non? Personne n'est parfait. C'est vrai. Mais ce n'était pas juste compliqué. Elle a menti. Et quand j'ai commencé à creuser, vraiment creuser, c'était pire. Ce qu'elle a dit sur vous, ce n'était que le début. J'ai attendu. Le semestre à l'étranger qu'elle disait que sa mère avait payé? C'était vous. La voiture que son père était censé lui avoir achetée? Vous avez co-signé le prêt. L'urgence médicale où Wesley aurait sauvé la situation? Il n'était même pas dans le pays. C'est vous qui étiez là. On dirait que tu as fait tes devoirs. J'étais obligé. Parce que chaque fois que j'essayais d'en parler avec Brooke, elle esquivait, changeait de sujet, me faisait passer pour le problème simplement parce que je posais des questions. Je connaissais bien cette tactique. J'en avais été victime pendant des années. Connor a secoué la tête. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est à quel point c'était facile pour elle de mentir. Ce n'était même pas à contre-cœur. Elle réécrivait la réalité comme si de rien n'était, et s'attendait à ce que je... Ça, c'est une compétence familiale. Il a esquissé un léger sourire. Ma mère a dit quelque chose de similaire. Nous sommes restés silencieux une minute de plus. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, ai-je demandé. Me concentrer sur le travail. Essayer de comprendre qui je suis sans elle. 8 mois de ma vie construits autour d'un mariage et d'une fusion de famille. Ça fait bizarre que tout s'arrête d'un coup. Je comprenais. Ce vide soudain, là où il y avait des obligations. Connor a hoché la tête lentement. Tu sais quoi? Mes parents t'apprécient. Ma mère dit que tu lui rappelles mon grand-père. Direct. Sans détour. Tel que tu es. Je prends ça comme un compliment. C'en était un. Il s'est levé, a épousseté son pantalon. Nous nous sommes serrés la main. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Pas de problème. Bonne chance, fiston. Il est reparti, et je suis retourné à mon démarreur. Des nouvelles de Brooke sont arrivées quelques semaines plus tard, par Ricky. Sans l'argent des Hartley et sans le compte que j'avais fermé, le mariage était de toute façon impossible. Mais ce n'était pas la seule conséquence. Les finances de Vivian et Wesley, déjà fragiles, ont pris un nouveau coup quand certains de ses investissements ont mal tourné. Wesley jouait dangereusement avec ce qui restait de son fonds, cherchant des rendements qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Le train de vie qu'ils affichaient commençait à s'effondrer. On parlait de vendre la grande maison, de déménager dans plus petit. Brooke était retournée vivre chez eux. Le bel appartement qu'elle louait, financé, j'en étais désormais convaincu, par l'argent que Vivian siphonnait, n'était plus tenable. À 26 ans, elle se retrouvait de nouveau dans sa chambre d'adolescente, à regarder l'image qu'elle avait soigneusement construite s'écrouler autour d'elle. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant des années, ils avaient méprisé ma maison modeste, mon camion pratique, ma vie simple. Maintenant, ils apprenaient que les fondations sur lesquelles ils avaient bâti leur monde n'étaient pas aussi solides qu'ils le pensaient. Il s'avère que le caractère est un meilleur investissement que les manteaux en cachemire. Tante Paula m'a appelé en avril pour me dire que Vivian posait des questions sur moi, qu'elle voulait savoir si j'étais prêt à parler. Je lui ai répondu que j'avais dit tout ce que j'avais à dire. La balle était dans leur camp. Mais je n'allais pas faire comme si rien ne s'était passé juste pour qu'ils se sentent mieux. Elle ne s'excusera pas, m'a prévenu Paula. Tu le sais. Je le savais. Vivian ne s'était jamais excusée de sa vie, et Brooke avait appris auprès de la meilleure. Alors on n'a rien à se dire. Paula a accepté, elle s'y attendait probablement. L'été est arrivé. Je suis parti pêcher avec Ricky dans le Wisconsin. Une semaine sans penser à tout ça, juste à lancer ma ligne dans le lac et à profiter du silence. Quand je suis rentré,
Il y avait une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture. Brooke. J'ai hésité à ne pas l'ouvrir. La chose mature aurait été de la lire avec un esprit ouvert, chercher des excuses, reconstruire le lien. Mais j'avais passé 26 ans à être mature, à être raisonnable, à être patient. Je l'ai quand même lu. 3 pages. La plupart, c'était des explications sans excuses. Elle disait qu'elle avait été perdue, qu'elle s'était retrouvée entre 2 familles, etc. J'ai rangé la lettre dans un tiroir. Peut-être que je répondrai un jour. Peut-être pas. Mais je n'étais pas pressé. En octobre, j'ai eu un nouvel apprenti au travail. Un gamin nommé Tyler, 22 ans, motivé à apprendre le métier. Il me rappelait moi à son âge, arriver tôt, partir tard, ne jamais se plaindre quand le travail devenait difficile. Un jour, pendant le déjeuner, il m'a demandé si j'avais des enfants. J'ai pris une bouchée de mon sandwich et j'ai réfléchi à la question. J'ai une fille, ai-je finalement dit, mais nous ne sommes pas proches. Il a hoché la tête, comme si cela allait de soi. Il n'a pas cherché à en savoir plus. Un gamin intelligent. Ce soir-là, j'étais assis sur mon porche arrière pendant que le soleil se couchait. Ce froid d'automne, clair et net, qui vous rappelle que l'hiver arrive sans être encore là. Les arbres dans mon jardin étaient à moitié nus, les feuilles éparpillées sur la pelouse que je devrais bientôt ratisser. J'ai pensé à Brooke, à Vivian et à Wesley, à toutes ces années passées à essayer d'être suffisant pour des gens qui avaient déjà décidé que je ne l'étais pas. Et j'ai compris quelque chose qui ressemblait à de la paix. Je m'étais défendu. J'avais refusé d'être traité comme un fantôme, refusé d'être effacé. Ce qui arriverait ensuite ne dépendait plus de moi. Peut-être que Brooke reviendrait vers moi un jour. Peut-être pas. Dans tous les cas, j'avais fini de porter le poids de ses choix. J'avais passé des décennies à être un père. À être présent, à rester, à tenir bon alors qu'il aurait été plus facile de partir. C'était suffisant. Ça l'avait toujours été. Le fait qu'elle ne le voie pas n'était plus mon problème. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Bon. Maintenant que vous avez tout entendu, prenons juste un moment pour y réfléchir. Jess n'est pas un homme parfait. Il ne cherche pas à l'être. C'est simplement un gars qui a travaillé de ses mains toute sa vie, qui a payé chaque facture, qui a été présent à chaque moment important, et qui a malgré tout fini par être la personne qu'on devait cacher comme un secret embarrassant. Et ça, c'est exactement ce qui rend cette histoire si différente. Parce que voilà ce qui m'a vraiment marqué. Ce n'était pas Vivian. Vivian a toujours été Vivian depuis le début, on connaît tout ce genre de personnes. Ce n'était même pas Wesley, honnêtement. Wesley, c'est juste un type qui a acheté sa place dans une famille et joué le rôle qu'on lui a donné. Non, ce qui a vraiment fait mal, c'est Brooke. Parce que Brooke savait. Elle savait qui était dans cette salle d'attente d'hôpital. Elle savait à qui appartenait la signature sur son prêt auto. Elle savait qui avait traversé une tempête de neige sur l'île 90 pour elle. Et malgré tout, elle a regardé son père dans les yeux et lui a dit « Tu n'as jamais agi comme un vrai père. » Ça, ce n'est pas de la confusion. C'est un choix. Et Connor ? Honnêtement, Connor est peut-être le personnage le plus sous-estimé de toute cette histoire. Cet homme a fait ses recherches, a affronté la vérité, et a quitté quelque chose dans lequel il avait investi des mois de sa vie, plutôt que de construire un mariage sur des mensonges. Ça demande du courage. La plupart des gens suivent simplement le mouvement. Maintenant, les leçons. Et il y en a de vraies ici. Premièrement, les preuves comptent. Pas dans un sens mesquin, mais dans le sens où la vérité compte. Jess avait des preuves pour tout, et ces preuves parlaient plus fort que n'importe quel argument. Deuxièmement, être la personne raisonnable à ses limites. Il y a une différence entre être patient et être un punching ball permanent. Jess a enfin compris cette différence. Et troisièmement, la plus importante, une image construite sur des mensonges, ce n'est pas une vie. Brooke et Vivian ont passé des années à construire une image parfaite, et dès que quelqu'un a regardé de plus près, tout s'est effondré. Les personnes authentiques finissent toujours par avoir leur moment. Toujours. Alors les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et merci d'avoir suivi cette histoire sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. À très bientôt pour la prochaine.